me donnes un petit coup de main? Voilà. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Là aussi. Hop. Alors c'est vrai ce que tu dis, Kako. Après les 2 premières séquences où on était un peu dans les peurs, et puis la troisième, moi j'ai ressenti une espèce de mélange de joie et de tristesse, de joie devant la beauté de la nature et de tristesse dans ce qu'on pouvait lui faire. On a besoin de passer aux solutions et tous les sondages le disent. C'est des entreprises, plus que des consommateurs ou des politiques, qu'on attend des solutions. En plus, elles ont l'agilité, elles ont les moyens, ils ont une certaine pression des consommateurs pour agir. Et alors le problème, c'est comment on adresse ce sujet, comment on adresse ce vaste sujet, comment est-ce qu'on travaille le sens, la mission, on en a parlé, comment est-ce qu'on travaille les raisons d'être, comment est-ce qu'on mesure son impact, avec quels outils, est-ce qu'il faut faire la CSRD ou pas, est-ce qu'il y a besoin, comment est-ce qu'on engage des alliances, comment est-ce qu'on coopère davantage, comment est-ce qu'on rentre dans les réseaux dont on a parlé. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir qui est entreprise à mission, qui est dans un parcours d'entreprise à mission ici. OK. Qui est dans ou a fait un parcours CEC. OK, super. Voilà. Donc la coopération, on a besoin d'élargir les gouvernances aussi, mieux partager la richesse, travailler à plus de transparence, besoin aussi de créer un élan collectif, besoin d'un nouveau leadership pour expliquer, embarquer, prendre des décisions parfois difficiles, renoncer, bifurquer, peut-être même changer de modèle économique. Besoin aussi de se former, besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul. Et alors, à titre personnel, dans leur organisation ou dans les collectifs auxquels ils appartiennent, puisqu'ils sont ici à ces 3 titres, j'ai autour de moi des gens qui réfléchissent et agissent pour créer ce monde plus durable et plus vivable. Et je vais commencer par toi, Anne-Catherine, en te demandant juste en 2 mots, EasyCash, c'est quoi? Parce que j'ai découvert l'importance et la puissance d'EasyCash, mais en 2 mots, c'est quoi? Alors, EasyCash, c'est le leader français d'achat-revente de produits de seconde main. On existe depuis 25 ans. On a 165 magasins où on vend des produits électroniques, de la téléphonie, de l'high-tech, du gaming, du luxe et des produits culturels. On fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a surtout des franchisés, 80% de franchisés, 20% de magasins intégrés et environ 2000 collaborateurs. Et pourquoi tu t'es engagé au service de la seconde vie et de la durabilité? C'est même dans ta raison d'être. Alors, moi, j'ai rejoint EasyCash il y a 2 ans et demi. J'ai un parcours relativement classique de chef d'entreprise. En général, on fait appel à moi quand il y a besoin de faire de la croissance. On va dire c'est ce qui a marqué toute ma vie jusqu'à présent. J'avais, dans mon précédent job, qui était entreprise à mission, vu tout le parcours transport formatif de la mission. Comment est-ce que c'était important, comment ça permettait d'embarquer les collaborateurs. Et quand j'ai pris la tête d'EasyCash pour écrire la feuille de route, on était dans une entreprise de seconde main. Enfin, quand ça a été créé il y a 25 ans, on parlait d'occasion, c'était un peu moins glamour que la seconde vie ou la seconde main. Mais je me suis dit quand même, c'est quand même bien de savoir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on veut aller. Et donc, on a décidé de travailler sur la mission. Et on a décidé de le faire de façon assez systématique, en vraiment interrogeant tous nos parcours, nos parties prenantes. Assez collective. Très, très collective. Tu n'as pas fait l'erreur de le faire en petit comité? Non, j'avais très, très envie de le faire en petit comité parce que je suis impatiente. J'aime aller vite. Et j'avais à peu près une idée de là où est-ce qu'on allait arriver. En réalité, en le faisant de façon plus longue, plus profonde, en interrogeant de façon collective tous nos franchisés, tous les collaborateurs, toutes nos parties prenantes, on a vraiment fait énormément de consultations, d'interviews. On est allé sur quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus... Enfin, en réalité, à ta grande surprise, vous êtes allé beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu imaginer. C'est-à-dire? On s'est aperçu que... Peut-être tu peux dire, la mission, c'est changer les modes de consommation des Français. Oui. Tout à fait. On s'est dit que finalement, EasyCash, depuis 25 ans, on vendait de la seconde vie dans nos magasins, mais qu'il fallait aller beaucoup plus loin que ça. Et que notre rôle, c'était de changer les modes de consommation des Français dans nos magasins, mais pas que.
et on en reviendra peut-être tout à l'heure, hein, mais que la mission d'EasyCash allait au-delà de la moquette de nos magasins et qu'on était capable d'aider les acteurs du neuf à faire transition. Et tu as changé ton comité de mission pour avoir des personnalités plus challengeantes? Alors, on a décidé de devenir entreprise à mission et effectivement, souvent dans un comité de mission, quand on le met en place, on se dit je vais essayer de trouver des gentils qui ne vont pas trop m'embêter. Qui vont être sympas et dire que je fais tout bien. Et on a pris la décision d'aller chercher des gens à l'extérieur et d'aller chercher des gens qui allaient être un peu des poils à gratter, qui allaient pouvoir nous challenger, nous dire quand ça allait pas, dire quand c'était OK, pouvoir améliorer, être dans une constante progression. Et comment est-ce que tu as embarqué ton écosystème et tes partenaires? Parce que tu travailles des franchisés, donc c'est bien de travailler la mission et d'embarquer le siège, mais comment est-ce qu'on convainc? Alors, en même temps que la mission, on a également fait le parcours CEC, je pense que tu en parleras tout à l'heure, qui nous avait vraiment fait prendre conscience qu'il fallait qu'on accélère. Et donc, au-delà de ce qu'on racontait, il y avait également des renoncements forts qu'il fallait qu'on fasse, notamment un renoncement en neuf et un renoncement en volume. Je ne sais pas si on y reviendra tout à l'heure, oui, mais en se disant, voilà. Donc, on s'est dit deux choses. D'abord, dans les magasins de seconde main, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, en réalité, il y a pas mal de neufs. Il y a pas mal de neufs parce qu'il y a certains produits qu'on prend pour permettre d'en vendre d'autres. Typiquement, je ne sais pas s'il y a des gamers dans la salle, mais en général, vous abîmez beaucoup plus vos manettes que les consoles. Et donc, on achète des manettes neuves pour pouvoir donner une seconde vie à une console. On peut se dire que ça, c'est encore OK. Ça serait peut-être mieux si on avait des chaînes de reconditionnement sur la manette. Mais typiquement, nous vendons beaucoup de produits de luxe et on avait du plaqué or neuf en produit d'appel, parce que le plaqué or, ça vieillit assez mal, ça devient vert, et ça représentait quand même 1 million d'euros de marge à l'échelle du réseau, et on s'est dit, mais non, c'est pas OK, c'est pas possible, c'est complètement incohérent, il faut qu'on chasse ce neuf de nos magasins. Donc ça, c'était le premier sujet. Second sujet, on s'est également dit que la course effrénée au volume dans un monde à ressources finies, et c'est assez compliqué en tant que chef d'entreprise de le dire, et de temps en temps, je le dis, je le redis, parce que souvent je suis en convalescence et quand les chiffres sont pas bons et que les volumes baissent, je stresse. Mais voilà, grossir, c'est pas grandir, et il faut arrêter la course au volume. Voilà, puis tu as aussi embarqué mes parties prenantes. L'écosystème pour essayer aussi de lancer la seconde main chez dans des enseignes qui vendent du neuf. Voilà, d'abord, première chose, quand j'ai annoncé ça à mes franchisés, je crois que j'ai un de mes franchisés, Lyndon, qui est dans la salle, ils se sont tous dit, putain, elle a fumé la moquette, la fille, je sais pas ce qu'elle a fait à la CEC, elle est revenue, elle a fait n'importe quoi. Première chose qu'on a essayé de faire, et c'était une grosse erreur, c'est qu'on a essayé de convaincre tout le monde. Non, il ne faut pas essayer de convaincre tout le monde, il faut partir sur de la théorie de la bascule et essayer d'embarquer 25% des gens. Et en général, quand vous avez 25% des gens qui sont avec vous dans vos parties prenantes, le reste suit. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. Ensuite, effectivement, on a travaillé avec nos parties prenantes et on s'est dit, il faut qu'on fasse d'autres choses. Donc on a une école de formation parce qu'on forme des gens à la seconde main. On a décidé de l'ouvrir et désormais on forme des COMEX, des CODIR à la seconde main. On a également décidé de commencer à avoir des certifications sur le métier de la seconde main parce qu'on s'est dit qu'il n'y aurait jamais de filière de la seconde main s'il n'y avait pas des vrais métiers. Et puis, on aide les acteurs du neuf à faire transition. Les acteurs du neuf, comme par exemple des grandes marques, oui, Decathlon, Cultura, etc. Okay. On travaille avec eux en coopération. D'accord. Et vous avez également travaillé sur l'effet rebond. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, l'effet rebond dans la seconde main, c'est ce qui fait que... Alors, il y a plusieurs effets rebonds, mais entre guillemets, je vais consommer de la seconde main de façon complètement décomplexée, sous prétexte que c'est bon pour la planète. On appelle ça souvent l'effet Vinted, puisqu'on s'aperçoit que sur Vinted, qui est d'ailleurs le premier vendeur de vêtements en France, je crois que 70% des revenus servent à acheter des produits neufs, globalement, ou à surconsommer. Donc nous, on a voulu, dans nos business models, pouvoir mesurer si c'était vraiment un achat évité, c'est-à-dire que j'achète de la seconde main plutôt qu'autre chose, ou si au contraire, il y avait de l'effet rebond. Alors sans grande surprise, ça dépend des typologies de produits. On ne se lève pas un matin en se disant il me faut absolument un diamant 1 carat, sinon ma vie va s'arrêter. Donc dans ces cas-là, il y a un effet rebond qui est plus important. Mais il y a également des effets rebonds sur certaines typologies de produits, type le livre, sur lesquels on va avoir de l'opportunité, alors que sur d'autres produits, on est plus en remplacement. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure ça? Pour se dire de quelle façon est-ce que j'adapte mon business model? Est-ce que j'évite vraiment des émissions en faisant ça ou pas? Typiquement sur les livres sur lesquels j'ai un effet rebond, peut-être que j'ai plutôt intérêt à les développer, je ne sais pas, de la location, plutôt que de l'achat. Et il y a d'autres produits sur lesquels on va
mettre le poids de corps ou diminuer le poids de corps en fonction de cet effet rebond et des modes de consommation des gens. Et puis également essayer de changer les modes de consommation des Français. On me dit en régie que j'ai oublié. En général, j'oublie toujours des trucs. Je n'oublie qu'une chose pour l'instant. Donc, vous avez la possibilité sur menti.com de réagir. Donc là, l'idée, c'est que vous allez sur Menti, c'est très simple, hein, vous allez sur menti.com, il y a un code, et là, vous pouvez commencer à poster des commentaires, poser des questions, etc. Et une fois ou deux, si ça vous va, les intervenants, on affichera le fil de discussion et on pourra inviter un petit peu la salle à échanger avec nous. Je vous laisse démarrer et poser un maximum de questions, et on va y revenir, pardon, à Catherine. Et autre question, finalement, comment est-ce qu'on pourrait rendre la seconde main désirable et en faire un mode de consommation généralisé? C'est quoi les prochaines étapes? Alors, c'est beaucoup d'étapes de réassurance, parce que les gens ont besoin d'être rassurés sur la seconde main. Et puis, il faut qu'il y ait plus d'acteurs qui s'y mettent, hein, parce que quand ça fait partie des modes de consommation, plus il y aura de gens qui vendront de la seconde main, plus ça deviendra habituel. Donc nous, on pousse, moi j'adore avoir des concurrents, j'adore avoir des gens qui se lancent à faire de la seconde main, parce que ça veut dire qu'on aura mis un nouveau mode de consommation en place. Est-ce que demain, on pourrait faire une école de la réparation pour les consommateurs, peut-être? Tout à fait. Hein? Oui, ça fait partie de sujets sur lesquels on est en train de travailler avec des repair cafés. Super. Laurent, tu es donc DG d'Equimetrix et vice-président de la CEC. Juste en 2 mots, Equimetrix, c'est quoi? Bonjour à tous. Equimetrix, c'est une boîte française qui fait de l'IA. Voilà. Mais on essaye de le faire bien. Qui fait de l'IA pour ses clients, qui sont les grands clients du CAC 40 pour ce qui est de la France. On a à peu près 500 collaborateurs et un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand je dis faire bien, c'est-à-dire qu'on développe des solutions d'IA. Bien sûr, je réponds à leurs questions. Donc, il y a beaucoup de leurs questions qui sont une meilleure performance de manière générale, mais on essaye de coupler ça de concilier ça avec certaines notions de développement durable. Et donc, je pourrais donner des exemples tout à l'heure, mais voilà, c'est un peu la raison d'être d'Equimetrix. Et alors, qu'est-ce que vous faites pour limiter votre impact à vous et à celui de votre écosystème? Donc, on a 4 sphères d'influence. On a Equimetrix nous-mêmes, on a nos clients, on a l'écosystème data IA tech et on a la société. Et on s'est fixé des objectifs sur chacune de ces sphères-là. Je ne vais pas aller passer 10 000 ans sur nous-mêmes, on limite les avions, c'est un corps, parce qu'on est une boîte internationale, donc on limite les déplacements, et surtout, notre empreinte, là où elle grossit, avec l'effet rebond dont on parle et l'avènement de l'IA générative en particulier, c'est bien entendu l'empreinte environnementale énergétique en eau de nos algorithmes. Donc là, c'est dans l'absolu, franchement, je n'arriverai pas à le réduire. Il faut être honnête. La question, c'est comment est-ce qu'on devient de plus en plus frugaux dans cette utilisation-là? Comment est-ce qu'on fait certains renoncements qui est 5 fois celle d'une recherche Google pour l'IA. Oui, là, c'est pas trop mes clients, mais aujourd'hui, on utilise l'IA générative pour un peu n'importe quoi. Il y a beaucoup de numérique inutile, et malheureusement, l'IA générative a contribué beaucoup à faire du numérique inutile. On demande à ChatGPT la recette avec 3 ingrédients qu'on a dans le placard. Il y a des statistiques d'usage de ça qui montrent ça, donc c'est assez terrible. Mais bon, néanmoins, il y a beaucoup d'utilité si on le fait bien. Mais j'ai perdu ta question, Arnaud. Qu'est-ce que je fais de mes sphères? Oui, et toi, tu allais me répondre sur les 4 niveaux auxquels tu agis. Donc, la deuxième, c'est mes clients. Donc, je l'ai exprimé un tout petit peu. Quand on aide un client, j'ai des solutions directement liées au développement durable. Quand j'aide un client à remplir son reporting CSRD, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais si, en fait, quand on le remplit, déjà on gagne un peu de temps, mais en qualité, et surtout sur les data points, il y en a un peu plus de 1000, de dire, vous, monsieur le client, sur votre secteur, vous êtes comme ça par rapport à vos concurrents. Si vous voulez aller plus loin, c'est telle action qu'il faut faire. Voilà. Mon IA, elle sert à ça. C'est beaucoup de capacité d'action, de mini-leviers qu'on distille dans les entreprises. Ça, c'est un exemple qu'on peut donner. Sur la troisième sphère, sur la sphère de l'écosystème, on a mis en ligne un outil qui s'appelle Claire.bot, qui, pour tous les gens qui font de la tech et qui ont envie de faire de l'IA, c'est un outil en open source qui donne... gratuit open source. Gratuit open source, qui combine des agents d'IA, je ne vais pas y passer 10 000 ans, mais qui aide chacun des développeurs à respecter le cadre éthique
Donc il y a un agent sociologue. Le cadre législatif, donc il y a un agent qui traduit l'IA Act européen et qui l'opérationnalise pour l'ensemble des développeurs, et une expertise technique qui aide les gens à le faire bien. Voilà. Donc voilà, ça pour l'écosystème, en plus de faire plein d'autres choses, on a cet outil-là. Et je finis par la dernière sphère, sur la sphère société. Si vous tapez Climate QA, d'abord vous faites menti.com, mais après vous ferez climateqa.com. C'est un outil qui vulgarise les rapports du GIEC, qui est très utilisé, qui a été très utilisé pour la R6, qui était adoubé par Valérie Masson-Delmotte, que vous avez vu la photo tout à l'heure, et qui va servir pour la R7 à sa diffusion. C'est un tout petit peu indigeste, le rapport du GIEC, c'est 12 000 pages écrit petit, avec des graphes et tout ça, mais du coup, vous pouvez poser n'importe quelle question à cet outil-là, et il va vous guider dans les réponses et l'appropriation du rapport. D'accord. Et donc, pour toi, à titre personnel, la CEC, tu m'as dit, a été un point de bascule. Pourquoi ? Faire le parcours de la Convention des entreprises pour le climat, 6 grandes sessions sur à peu près 1 an. Pourquoi c'était un point de bascule ? En 2 mots, c'est un parcours de dirigeants qui se situe sur 6 phases, 6 sessions, qui font grosso modo le U. Donc la claque qu'on a eue ce matin là, par les intervenants successifs, ça fait longtemps que je ne m'étais pas prise, ça rafraîchit. Donc on fait le U, et la fin du U, c'est on essaye de trouver des axes de développement dans nos autres entreprises. Et les 4 sphères dont je vous ai parlé, c'est issu des réflexions qu'on a menées à la CEC. Voilà. Mais finalement, ce que je retiens le plus de la CEC, et c'est pour ça que je suis très heureux d'en être vice-président et d'essayer de promouvoir cette voie-là, c'est qu'il y a à peu près 2500 dirigeants qui ont fait ces parcours-là. Et en fait, la capacité... On parlait de systémique, et à l'échelle de l'entreprise, le systémique, c'est sa chaîne de valeur, c'est ses concurrents, c'est son écosystème. Et finalement, avec quelques dizaines de dirigeants dont l'ADN est similaire, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des véritables coopérations, des coopérations renforcées. Et on a un atelier cet après-midi qu'on anime. C'est plus facile et plus efficace. Ça permet chacun de travailler sur un sujet. Normalement, c'est plus efficace. Effectivement, de mettre en commun des moyens, qu'ils soient financiers ou humains, de ne pas refaire ce que l'autre a déjà fait, et puis d'avoir des capacités d'investissement décuplées. Voilà, c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter. On va, si ça vous intéresse, on a un atelier cet après-midi qu'on anime avec mon ami Étienne. Où là, des entreprises, comme nous l'a dit Étienne, de la tech, concurrentes en partie, en tout cas, se sont alliées pour passer à l'échelle. Exactement. Exactement. Et la clé pour moi, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire que j'ouvre mes livres sans problème à Étienne et aux autres personnes qui sont dans ce petit collectif. Et on peut être ambitieux si on est complètement en confiance. Je sais très bien que dans ce collectif-là, on ne va pas prendre cette idée-là pour soi et aller la répliquer ailleurs pour son propre bénéfice. Donc la confiance entre dirigeants et l'engagement, associé à un engagement véritable. Voilà, nous, on a lancé cette initiative assez récemment, alors que la CEC, ça fait 3 ans. Donc il y a une notion de... On a mûri, on a vérifié que nos engagements à tous étaient sincères dans la durée, etc. Et donc maintenant, on est vraiment en mesure d'accélérer cette coopération renforcée. Et la CEC prône beaucoup ce qu'on appelle l'économie régénérative. Est-ce que tu pourrais, alors c'est dans 2 minutes, 1, dire qu'est-ce que le régénératif, et 2, comment est-ce qu'on peut se mettre en chemin demain éventuellement dans la salle ? Bon, moi, je ne suis pas un expert de ça, pas vraiment. Et en fait, ancré dans le business, pour moi, le régénératif, il est loin. Il est loin, c'est dur. Déjà, on essaie de limiter nos impacts. Régénérer, c'est plutôt que détruire. C'est d'avoir un modèle économique. C'est d'avoir un modèle économique qui régénère le vivant. Voilà, parce que si on fait juste que limiter nos impacts, on va prendre le mur moins vite, mais on va le prendre quand même. Donc la circularisation, la seconde main, c'est des choses qui sont amenées à réduire. C'est pas des choses qui sont amenées à régénérer. Voilà. Et donc moi qui suis les 2 pieds dans le business bien ancré, avec mes clients qui me challengent chaque jour, je dois reconnaître que cette question-là, pour l'instant, est loin. Et donc c'est pour ça qu'on parle d'économie à visée régénérative, et on fait toutes les étapes qui nous amènent jusqu'à là. Une des étapes, c'est le contributif. Donc d'abord on réduit, puis après on essaie de faire des contributions intéressantes, comme la circularité en est une par exemple, avant de penser à d'autres modèles pour ce qui est des business que sont mes clients, des business entre guillemets de longue date. Et en quoi le parcours de la mission qu'ont fait certaines personnes ici, ça a aidé EasyCash et son collectif ? Pardon, Equimetrix.
Le parcours de la mission, Oui. tu veux dire l'entreprise à mission. Ouais. Nous, on est entreprise à mission depuis avril 2023. Notre raison d'être, c'est de faire de la data et de l'IA un levier de performance durable des organisations. Voilà. Et donc, ça m'a permis de fédérer les 4 sphères dont je vous ai parlé. Ça m'a également permis de me tourner beaucoup plus vers le service public. C'est pas là où on a les résultats économiques les plus importants. Et voilà, c'est comme ça. Mais en fait, quand on est régi par cette raison d'être là, en fait, c'est limpide. C'est limpide d'aller développer à coût correct des solutions qui vont servir l'intérêt général. Voilà. Ça, c'est un exemple très concret de réorientation qu'on a menée. Karine, EDF, directrice de l'impact de EDF. Alors, autre entreprise qui, par sa taille et sa mission et sa nature, est très, très différente. Juste, il y a plusieurs dimensions dans la politique RSE d'EDF. Mais si on reste sur l'histoire de la neutralité carbone, qu'est-ce que vous faites, vous, directement et indirectement, pour limiter votre empreinte écologique ? Donc, comme beaucoup d'entreprises, quand on fait son bilan carbone, on a 80% qui est dans les émissions indirectes. Alors, je crois que L'Oréal, c'est 95%. Donc, mais pour le secteur énergétique, c'est quand même beaucoup, parce que la plupart ont encore beaucoup d'actifs thermiques, donc elles ont plutôt des émissions directes importantes. Et donc, c'est un peu l'éléphant au milieu du couloir. Donc, déjà, mon premier conseil à la salle, mais je pense que vous le savez, c'est faire son bilan carbone. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, nous, on parlait que de nos émissions directes. Donc, on avait des engagements de neutralité, c'est-à-dire d'arrêter, en fait, les centrales thermiques. Mais en fait, 80%, elles sont ailleurs. Évidemment, il faut quand même travailler sur les centrales thermiques. Donc, on a fermé l'équivalent de la capacité de la Finlande. En 30 ans, chez EDF, on avait du charbon, on avait du fuel. On en a encore d'ailleurs un petit peu, notamment dans les DOM. Et on est en train d'y travailler. C'est beaucoup plus complexe. Vous êtes à 90% bas carbone. Aujourd'hui, on est à 95% bas carbone. Okay. Mais donc, il faut s'attaquer aux 80%. Et le 80%, il est chez les clients. Donc, on en revient à la chaîne de valeur. Il est quand on vend du gaz aux clients. Et donc, pour ne pas vendre du gaz aux clients, alors que c'est plus rentable de lui vendre plusieurs produits que juste l'électricité, sachant que la fiscalité est plus favorable au gaz qu'à l'électricité, chercher l'erreur, du coup, ça veut dire qu'il faut avoir un écosystème et, j'ose le mot, le lobbying, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire faire en sorte, faire advenir que, par exemple, la fiscalité elle soit meilleure pour le décarboné que pour le thermique, faire en sorte que la mobilité électrique elle soit favorisée, que les pompes à chaleur soient favorisées. Et donc ça demande, c'est à la fois normal qu'une grande entreprise le fasse, mais ça demande aussi un écosystème plus large que juste EDF. Voilà. Donc ce qu'on fait nous concrètement, c'est déjà travailler sur nos propres émissions en fermant nos centrales thermiques ou en les reconvertissant. Parce qu'il y a des enjeux de job derrière, il ne faut pas se le cacher. La raison pour laquelle ça avance pas très vite, c'est aussi parce qu'il y a une économie autour du thermique qui est très large. Et si on parle de l'Indonésie, l'Afrique du Sud, c'est pas de l'économie déclarée partout. Et donc, on ne peut pas juste dire c'est sympa de faire du renouvelable, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer si les gens ils n'ont pas un job derrière et une économie qui fleurit et qui ont leur souveraineté. Et on sait très bien que le charbon, notamment, c'est local. Et donc, ça amène de la souveraineté à beaucoup de pays émergents. Et puis après, comme je le disais, on travaille sur les émissions indirectes en faisant, pour ceux qui regardent encore la télé, on fait beaucoup de publicité aujourd'hui sur la mobilité électrique. On a une grande campagne autour de la sobriété. On a eu avec le chat sur le radiateur, pour ceux qui s'en souviennent. Là, on en a où on voit Eva, qui est notre héroïne, qui fait du stop et elle prend pas les voitures thermiques, elle prend le stop avec la voiture électrique. Et puis on dit on peut avancer sans le pétrole. L'électricité, ça fait que commencer. Donc en fait, tout ça, c'est une façon d'engager autour de l'électrification. Voilà, comment EDF, entreprise publique, se sent en mission, d'une certaine manière, d'embarquer les citoyens, la société et les entreprises vers la décarbonation. Je pense que la crise de 2022, à la fois avec la guerre en Ukraine, l'inflation et la peur de manquer d'énergie, en fait. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu cette tribune faite par 3 PDG, donc le PDG d'EDF, de Total et de Engie, en disant il faut être sobre en énergie parce qu'en gros, on ne va pas passer l'hiver si on n'est pas sobre. Alors ça a vachement interpellé, une tribune de 3 PDG qui, leur modèle d'affaires, c'est de pousser l'électron et la molécule, si je le fais de façon un petit peu rapide, disait en fait, il faut moins consommer.
Et évidemment, il y avait une notion d'urgence qui était liée à l'hiver 2022. Mais sur le fond, la capacité de s'engager dans ce discours de la sobriété, puisqu'on a fait des offres où en fait on rémunérait les clients pour ne pas consommer, ça a fonctionné parce que les prix étaient très élevés dans le marché et qu'on avait besoin d'acheter cette énergie très chère. Donc en fait, ça nous coûtait d'aller chercher cette énergie qu'on n'avait pas, qu'on ne produisait pas. Et donc il y avait un certain alignement d'intérêts entre ne pas consommer et du coup nous favoriser la sobriété. Évidemment, la pérennité de ce business aujourd'hui, elle est plus difficile quand les prix sont plus bas, ce qui est le cas aujourd'hui, même s'ils sont élevés encore pour beaucoup de clients. Et donc on n'a pas encore cassé le modèle d'affaires de la sobriété aujourd'hui parce que on n'a pas un partage de la valeur qui fait qu'on peut rémunérer 190 000 salariés et être en renoncement, j'allais dire, de production. En revanche, il y a un chemin entre les deux, c'est-à-dire que pour les raisons qui ont été invoquées ce matin, les limites planétaires font que de toute façon, on sait qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, en fait, de l'électricité. Et donc, on doit forcément faire de l'efficacité énergétique, de la sobriété et après électrifier. Mais on ne pourra pas faire que de l'électrification à 100%. Donc, de toute façon, le modèle d'affaires nous obligera à faire des renoncements et de la sobriété. Karine, il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup employé aujourd'hui, c'est le mot adaptation. Depuis ce matin, on n'arrête pas de dire comment réduire nos émissions, protéger la biosphère, les océans, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a une autre chose, eu égard aux pentes qu'on connaît, qui est de toute façon de s'adapter. Ça avait beaucoup choqué que Christophe Béchu dise s'adapter à un monde à +4, et c'est inéluctable. Donc EDF est au cœur de l'adaptation, parce que si EDF tombe en panne, c'est le pays qui tombe en panne. Qu'est-ce que vous faites? Donc, alors déjà, peut-être le message général, c'est on n'est pas prêt. Oui. Personne n'est prêt. Aujourd'hui, on a vu, les photos étaient assez éloquentes donc, de tout ce qui se passe en ce moment avec les événements climatiques extrêmes. Vous avez vu le blackout en Espagne. Je pense que c'est assez impressionnant. Un pays qui a perdu 60% de sa capacité en l'espace de quelques millisecondes. Et ils ont mis beaucoup de temps à repartir. C'est-à-dire ça s'est passé à 12h33 et à 23h, je crois qu'ils étaient qu'à 50%. Donc c'est l'Espagne, c'est quand même juste à côté. Donc oui, il y a vraiment des enjeux autour de l'adaptation parce que pendant longtemps, on a opposé adaptation et atténuation. Donc en disant que parler d'adaptation, c'était renoncer à la baisse des émissions. Aujourd'hui, on doit faire le fameux en même temps. On n'a pas le choix. On doit s'adapter dès aujourd'hui, sans renoncer, bien sûr, à baisser les émissions. Mais on est obligé de s'adapter puisque c'est déjà un impact et on en a de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, effectivement, tu l'as dit, nous, on est critique. On fait partie des entreprises dont, dans le plan national d'adaptation au changement climatique, on doit rendre notre étude de vulnérabilité et un plan d'adaptation parce que si nos infrastructures ne sont pas résilientes, le reste du pays n'est pas résilient. Ça vaut pour nous, ça vaut pour la SNCF, ça vaut pour Orange, voilà, ça vaut pour un certain nombre d'entreprises critiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, et c'est là où je reviens à ce que disait Laurent, la donnée peut être une bonne chose, effectivement. On a la chance chez EDF d'avoir 2000 chercheurs, dont un service climatique dédié. Donc, la première chose qu'on fait déjà, c'est analyser les modèles climatiques. Donc, on a des partenariats avec Météo France, avec un certain nombre d'instituts, pour translater ces scénarios sur nos propres infrastructures. Et donc, voir ce que ça veut dire, l'eau qui monte, les températures, etc. Et derrière, on fait des investissements. On est à 25 milliards d'euros par an. Et une grande partie de ces investissements sert à adapter nos actifs. Et on le voit bien, le en même temps devient très difficile, on a repoussé beaucoup le tas de sable quand même, parce qu'à la fin, c'est la facture des Français. Mais aujourd'hui, on a 100 milliards dans la production, 100 milliards dans les réseaux de distribution, 100 milliards dans les réseaux de transport d'électricité. Donc tout ça, en grande partie, ça sert à adapter à un monde qui se réchauffe. Donc vous avez quoi concrètement? Une cellule de crise? Vous avez des plans? Donc on a des plans d'adaptation. Qu'est-ce que vous... Oui, on a des plans d'adaptation. Les choses que vous faites, quelles pourraient être, même si ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, des méthodes, des approches qui pourraient inspirer les gens de la salle? Effectivement, déjà, le premier point, c'est la gouvernance, c'est-à-dire, ça a été dit un peu avec le comité de mission, mais nous, on a un conseil de parties prenantes dans lequel on a Valérie Masson-Delmotte et Christophe Cassou, donc autant vous dire que ça frotte bien, en général, et ils ne sont pas totalement dans
temps, enfin ils grattent quoi, voilà, et donc c'est évidemment nécessaire. On a aussi tous nos plans d'adaptation des entités passent par le comité exécutif, donc ils seront validés en comité exécutif, et là on passe devant le conseil d'administration pour valider nos plans d'adaptation qui vont être soumis au gouvernement. Donc la gouvernance est essentielle, il faut mouiller évidemment l'ensemble des business pour pouvoir le faire. Après il y a l'éléphant au milieu du couloir qui est le financement. Parce que je disais, nous, on a 25 milliards d'investissements à faire. En revanche, aujourd'hui, l'adaptation n'a pas de modèle économique. C'est-à-dire que si je fais un stockage d'eau, je n'ai pas un modèle économique lié au prix de l'électricité, en fait. Et donc là, il y a un vrai besoin de discussion avec les financiers pour dire comment on finance l'adaptation. Parce que finalement, c'est éviter un risque futur dont la probabilité n'est pas évidente. Ouais. Et donc, comment je finance quelque chose qui est en fait éviter un truc négatif. Donc, c'est le sujet des émissions évitées déjà aussi, au sens large. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on nous demande d'avoir des impacts positifs, mais on ne sait pas forcément rémunérer ça dans le temps long versus le temps court qui est beaucoup plus facile à faire. Alors, beaucoup de réactions, là, je trouve ça très sympa. Merci, continuez. On ne va pas prendre les questions tout de suite, mais regardez, notamment, il y a beaucoup de questions autour de la seconde main, donc c'est intéressant. Peut-être tu peux en prendre une à laquelle tu répondras tout à l'heure. À toi aussi, beaucoup de questions, notamment sur l'IA. Laurent, juste un mot, tu es également au C3D, et juste en 2 mots, vous avez lancé GenAct. Oui. C'est quoi GenAct et en quoi GenAct, ça peut aider les gens dans la salle demain matin? Donc le C3D, c'est le collège des directeurs de développement durable. Aujourd'hui, on est 410 dans l'association. À l'époque où on a réfléchi à GenAct, on était 350 et on avait fait une étude avec LinkedIn France où on voyait qu'il y avait 300 000 personnes sur LinkedIn qui avaient le mot RSE associé dans leur profil. Donc on s'est dit, bon, 400, à l'époque on était 350 versus 300 000, on a un petit gap. Et en fait, on a pris un peu le modèle du shift avec les shifters. Donc de se dire, en fait, on a besoin, à partir de la connaissance qui est dans les directions RSE, qu'on donne les moyens, les capacités à n'importe qui dans l'entreprise de se former et de passer à l'action. Et donc, c'est de là qu'est né GenAct. Donc, c'est une association à titre individuel. C'est 25 € par an. Et on donne accès à plein de contenus. Et des contenus, d'ailleurs, qui ont été présents ici. Sator, les collectifs. On a 38 partenaires aujourd'hui. Donc, on est 1800 après 6 semaines de lancement et on ciblait 2000 d'ici la fin d'année, donc on va largement les dépasser. On est en train de lancer Royaume-Uni et Côte d'Ivoire. On a 8 groupes régionaux et l'idée, c'est vraiment, on espère avoir la même vie que les shifters qui avaient mis, je crois, 3 ans pour passer à 1500, 2000 et ils sont 32 000 aujourd'hui. Donc, et qui visaient 300 000 € sur leur dernière levée de fonds. Ils ont fait 2,3 millions, c'est ça. Voilà, donc exactement. Donc c'est bien cette idée, c'est donner la capacité aux individus de s'engager. Super, genact.com, on peut .org. Quentin, alors la transition écologique, moi je trouve, elle est trop souvent limitée ou elle semble trop souvent être de la responsabilité des dirigeants ou des patrons de RSE. Et pourtant, je veux dire, embarquer les salariés, c'est non seulement plus efficace, mais c'est même important pour l'entreprise de montrer qu'elle fait quelque chose et que les salariés peuvent s'engager à ses côtés et prendre leurs responsabilités. Donc, tu as créé les collectifs. D'ailleurs, les collectifs, c'est une organisation très, très présente déjà parmi les salariés d'EDF. On a fait ensemble une table ronde déjà à l'UNESCO pour l'Université de la Terre. Donc, en gros, Quentin, les collectifs que tu as cofondés, c'est quoi? Quel est le bon contexte? Comment est-ce qu'on équipe ou on aide à la création d'un collectif dans une entreprise? Les collectifs, déjà, c'est un réseau de salariés qui sont regroupés dans les entreprises sous la définition de collectifs, qui sont des groupes volontaires de salariés qui, à un moment, décident de s'engager parce que ces sujets écologiques, sociaux et sociétaux sont importants. Et donc, ils disent qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Et ils prennent les devants et ils se disent on va se regrouper entre salariés volontaires et désireux d'agir. On va créer un petit groupe de personnes et on va proposer des initiatives. On va créer par nous-mêmes, pas forcément on va créer par nous-mêmes et on va essayer de comprendre la situation de l'entreprise et puis d'apporter notre pierre à l'édifice au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui regroupe 130 de ces collectifs de salariés, ça fait plus de 11 000 personnes, qui les aide à s'engager, qui fait du partage de bonnes pratiques et qui est aussi un laboratoire en fait, sur l'engagement collaborateur. Donc là, nous, on aide des salariés, on est aussi un laboratoire d'engagement collaborateur parce qu'avec ces 130 collectifs matures,
plus des centaines de collectifs en création dans les entreprises ou de personnes qui sont désireuses d'agir et qui ne sont pas encore prêts à passer le cap, on a un ensemble de data points sur en fait, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, qu'est-ce qui marche. Ils s'engagent sur quoi en général les collectifs? Qu'est-ce qu'ils prennent en main les collectifs en général? Quels sont les sujets? Il y a trois types d'actions que des. Et donc nous vraiment, moi je veux repartir du problème parce que là en fait, je pense qu'on a quasiment tout entendu. Le problème, tu disais Karine, on n'y est pas. Donc déjà en fait, en tant que société, on n'y est pas sur l'adaptation et la transformation de nos modèles. Est-ce qu'une entreprise ici peut dire qu'elle a un business model qui finalement est aligné avec les limites planétaires ou en tout cas avec ses défis écologiques et sociétaux? Non, personne. Donc il y a déjà ce gros problème qui est un problème collectif. Deuxième problème, donc les dirigeants que j'ai rencontrés depuis longtemps, finalement, ils font plein de choses, ils ont des leviers, ils sont aux manettes, mais finalement, ils sont parfois un peu seuls face à ces décisions en tant que personne. Et il y a quand même la question de comment tu embarques le reste de l'entreprise. Parce qu'en fait, une transformation d'entreprise demande l'assentiment, l'engagement, la compréhension et l'action de tout le monde. C'est quand même des corps sociaux, les entreprises. Et donc, si on veut les transformer, il faut pouvoir embarquer tout le monde. Et de l'autre côté, les salariés, alors moi c'était mon cas, je suis assez ému d'être là aujourd'hui parce que moi j'ai commencé mon collectif au BCG il y a 10 ans, 50 mètres à côté, je crois que c'est là-bas, qui a transformé ma vie de consultant en stratégie, qui m'a fait travailler sur ces sujets de sustainability et qui m'a permis de vivre cette expérience d'engagement collaborateur hyper forte en interne. Ça, c'est mon histoire. Et en fait, les 130 collectifs de salariés dans le réseau, ils vivent un peu la même chose, quoi. Cette expérience de contribuer à son niveau et de voir ce que ça peut être l'engagement pour ces sujets qui sont difficiles, écologiques et sociétaux, au sein des entreprises qui gardent un mode de fonctionnement qui est assez particulier. Alors, quelques actions concrètes, quelques réussites pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui marche. 3 actions. Ouais. Les premières, c'est toutes les actions de sensibilisation. On va aller trouver un speaker et on va le faire venir parce qu'on a écouté un podcast, parce qu'on a été dans ce genre d'événement et on va aller en fait organiser ce genre de conférences à l'intérieur de l'entreprise. Ou alors des formations. Le collectif. Sensibilisation, mais c'est même pas acculturer le collectif, c'est acculturer le reste de l'entreprise. C'est vraiment, ces sujets sont importants, je vais proposer à ma direction un speaker, une formation. Alors à l'époque, la fresque du climat était un peu la grande formation qui a été déployée un peu de partout. Nous, on a commencé en 2017 et l'idée, les collectifs ont été les premiers en fait, à amener des fresques et à dire à leur direction, est-ce qu'on pourrait déployer cet atelier de sensibilisation ? Et le genre d'exemple, c'est un collectif vient avec cette idée et finalement l'entreprise trouve que c'est super et le déploie à tout le reste de l'entreprise. Donc accélérateur en fait de transition. Donc premier levier, la formation, la sensibilisation. Ouais. Deuxième levier, c'est les pratiques internes. Quand je suis rentré, Pierre Sator parlait des cantines. Et en fait, moi j'adore ce sujet interne parce qu'il mixe à la fois l'exemplarité et le gros potentiel qu'ont les entreprises. La restauration collective, c'est 25 millions de repas par jour. En fait, si les entreprises bougent, c'est à chaque fois 1000 repas par jour. C'est massif par rapport à l'impact qu'on peut avoir à son niveau et en termes même d'implication dans la chaîne de valeur sur les producteurs, sur le déchet, le tri, etc. Donc, deuxième levier, c'est les pratiques internes. La mobilité. Travel, ça peut être la mobilité. Et c'est là, en fait, on revient sur les solutions vont devoir être très adapté au contexte. Si on a un cabinet de conseil, en fait, on ne gère pas la politique mobilité et les avions de la même manière si on est une grosse entreprise du CAC 40. Et toutes nos théories du changement, nous, c'est qu'en fait, ces salariés désireux d'agir au sein des entreprises, ils connaissent la culture de l'entreprise, ils en connaissent les codes, ils connaissent ce qui se passe dans les petites lignes, dans les localités. Et c'est ça, en fait, qui va permettre d'aller faire passer des idées sur changer la mobilité dans des réalités. Et le troisième pilier d'action, c'est faire participer ces salariés qui souvent sont très connaisseurs, qui savent faire le pont entre ce qu'ils comprennent des sujets sociaux et sociétaux avec le modèle de l'entreprise et les impliquer dans le bilan carbone. On a des collectifs qui proposent des bilans carbone, mais on a aussi des collectifs qui vont ensuite être impliqués dans la définition de la stratégie de décarbonation. Et là, ça la rend plus pertinente, ça la rend plus adaptée au terrain. Ça va éviter quelques risques de greenwashing en se disant « non, ça, c'est pas possible ». Et donc, ce troisième pilier, c'est comment on crée une relation de confiance et de travail entre ces salariés experts et désireux d'agir et les strates de direction, tout en ajoutant à ce qui existe dans le reste de l'entreprise. Mais l'idée, c'est vraiment d'être incrémental. C'est quoi la différence entre un collectif et un syndicat ?
Alors c'est marrant, c'est la conférence de lancement des collectifs en 2021. C'était la première question, je m'y attendais pas du tout, parce que nous, depuis 3 ans, on s'était dit qu'est-ce qu'on fait à notre niveau, et là on nous a dit qui vous êtes par rapport à des syndicats. Globalement, il y a 2 différences. Les syndicats, c'est très cadré, le syndicalisme, et ils vont historiquement défendre des droits de certaines catégories de population. Et aujourd'hui, les sujets écologiques et sociaux ont été intégrés dans les prérogatives des CSE, mais nous, les collectifs, on est plutôt des gens volontaires. Donc il n'y a pas de notion de représentativité, qui vont proposer des actions et pas forcément être les meilleurs placés pour être dans les négociations institutionnelles. Donc l'idée, c'est vraiment, et les syndicats ont leur travail de syndicat avec les nouvelles prérogatives des CSE, mais l'idée, c'est de se dire, toujours un collectif, c'est des gens volontaires à un moment pour agir à leur niveau, et ça, c'est ce que les syndicats peuvent pas faire, peuvent faire, mais il y a une valeur à ce que les collectifs le fassent. Et je pense sur les syndicats, il y a plein de décisions importantes ou petites des business qui ne sont pas prises en fait avec les syndicats. Et l'idée, c'est plutôt de se dire mais comment on fait vivre ces sujets écologiques, comment on les intègre dans le business model, mais ça peut être un copil, une mission, etc. Et partout où c'est possible. Alors, j'avais une question qui sera la même à chacun. Juste, je veux bien qu'on remette un petit coup de menti pour regarder un petit peu l'ambiance, que vous regardiez les uns et les autres. C'est quoi la question que vous trouvez pertinente, qui vous chatouille, que vous trouvez intéressante et importante à laquelle répondre dans quelques minutes, mais j'ai une question à vous 4. Donc, on l'a vu, vous êtes tous les gars très engagés en titre individuel, au titre de votre entreprise ou de votre collectif. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens de la salle? Par où commencer? C'est quoi les pièges ou les fausses bonnes idées à éviter? Anne-Catherine. La fausse bonne idée, c'est de vouloir convaincre tout le monde et attendre que toutes les planètes soient alignées. Le vrai changement, c'est de commencer à avancer. Moi, je fais beaucoup de montagnes. Souvent, on s'aperçoit que quand on doit enjamber quelque chose, on est tétanisé par la peur. Et puis, une fois qu'on a fait un premier pas, les pas suivants sont beaucoup plus faciles. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de faire le premier pas. Souvent, faire des parcours, ça aide parce que ça élève le niveau de jeu. Alors, il y en a plein de parcours. Le parcours CEC est assez transformatif parce que ça vous transforme, vous, en tant qu'être humain. Donc, ça vous donne des vraies convictions, une vraie stature. Mais l'entreprise à mission est également très chouette. Et puis le troisième choc. Sur la posture du dirigeant. Oui, on dit souvent que les dirigeants, on a du pouvoir et on a du courage. Donc à un moment donné, si vous êtes dans une situation de dirigeant et que vous êtes convaincu que c'est ça qu'il faut le faire, moi, c'est pas les multiples d'EBITDA qui me font lever tous les matins en me disant c'est chouette, c'est ça ce que je vais léguer à mes enfants. Ce que j'ai envie de léguer à mes enfants, à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, c'est un monde qui soit vivable. Donc si je veux faire ça, il faut avoir une vraie posture et aller au bout de ses engagements. Et c'est pas avec de l'eau tiède qu'on va changer le monde, quoi. Et autre conviction dont on en a beaucoup parlé aujourd'hui et qu'on vit aujourd'hui, bâtir des alliances. Exactement, c'est assez contre-intuitif parce que on nous nourrit d'individualisme, de compétition. Oui, voilà. Et on s'aperçoit que c'est extrêmement puissant. Laurent, quelques convictions à partager, positives comme point d'alerte ou d'attention. Moi, j'en ai entre guillemets qu'une, ça revient sur la question des dirigeants, c'est trouver des copains, quoi. Mais trouver des copains auxquels on a confiance véritablement. Des copains pour des communs. Des copains pour des communs, exactement. Et comme ça, les frontières habituelles, effectivement, de la rentabilité ou de l'avantage compétitif peuvent commencer à tomber partiellement. Je suis prudent dans mes propos. À une petite échelle. Je pense que c'est ça ma conviction la plus profonde. Tu avais une autre conviction intéressante, on en avait parlé aussi avec, je n'ai pas eu le temps de te poser la question, Karine, je crois que tu m'avais dit dans la préparation, c'est l'histoire de la rémunération. Est-ce que symboliquement, lier la rémunération à la performance écologique et aux objectifs, ce n'est pas un sujet, c'est pas un marqueur finalement? Oui, ça c'est sûr que si on veut commencer à embarquer... c'est quand même pas le premier levier parce que si vous en arrivez là, c'est une question de cohérence. C'est une question de cohérence sur l'ensemble des actions qu'on mène et forcément d'impliquer la rémunération des gens qui sont aux manettes de l'entreprise par rapport à ces objectifs-là. Ça me paraît être, moi en tout cas, ça a été plutôt la fin du cheminement. Ça a été plutôt d'abord on explique le sens, pourquoi on le fait, et puis à la fin on arrive à cette conséquence-là pour finaliser l'alignement. Mais oui, c'est un bon levier. Ensuite, le levier ultime pour nous dirigeants, c'est
dans la valorisation de nos boîtes que les externalités négatives soient sanctionnées négativement, que les externalités positives dans l'autre sens. Ça, je ne suis pas expert de la finance verte du tout, mais finalement, quand on discute avec nos actionnaires, je crois que j'ai vu passer une question sur les actionnaires. Quand on discute avec nos actionnaires, il y a des actionnaires qui sont éclairés, et autour de table d'Equimetrix, c'est des actionnaires institutionnels français, donc ils sont éclairés. Mais à la fin, quand on a le vent de face, on a le vent de face. Et quand même, on sent bien que... Comment on les embarque, les actionnaires ? On ramène au sens. On ramène au sens. Et en l'occurrence, moi, j'ai beaucoup aimé la présentation de Virginie juste avant. C'est que je me bats pour dire que c'est une question de business. Pardon, ça paraît peut-être un peu vulgaire, mais quand on est dirigeant, pour moi, la durabilité, c'est une question de business. Et quand on voit les impacts directs, Karine t'en parlait sur les usines d'EDF et tous vos assets, c'est des questions de résilience, c'est des questions de robustesse. Et demain, c'est des questions de pertinence économique même. Et donc, en rappelant ça, et c'est comme ça que moi je tiens le tour de table avec mes actionnaires, je rappelle ça. Pour dire que oui, d'accord, là, la CSRD a pris un coup, il y a le backlash écologique, etc. Et que, oui, effectivement, pour les EBITDA de 2025, ce n'est pas mes offres sur le développement durable qui vont le porter le plus l'entreprise. C'est possible. En revanche, ça ne doit pas enlever le fait qu'on investisse sur ces sujets-là parce qu'on y croit à moyen terme. Voilà. Karine, quelques convictions. Elle n'en manque pas, hein, je vous rassure, j'ai toute une liste là. C'est quoi les do's and don'ts ? Qu'est-ce que tu pourrais nous partager ? Je pense que déjà, en direction RSE, le risque majeur, c'est d'être hors sol. Donc, les collectifs, pour moi, ça a été très important. C'est-à-dire, je me suis fait vraiment challenger énormément par des salariés qui sont très exigeants et qui, d'une certaine manière, ça a été dit aussi, on a effectivement peut-être trop peur par rapport à la réalité. Et nous, on est 16 à avoir fait la CEC chez EDF, 16 dirigeants, 8 CEC différentes. Et je me rappelle le directeur d'EDF Corse. Donc la Corse, c'est un mini EDF en fait, puisqu'il a des actifs de production, il a des réseaux, il a du renouvelable, il a de l'hydraulique, enfin il a vraiment toute cette diversité. Et quand il est revenu de la CEC, il a présenté sa feuille de route à visée régénérative à son codir et ils lui ont dit qu'il avait été petit joueur quoi. Et en fait il est tombé de sa chaise parce qu'il pensait vraiment qu'il allait avoir un énorme retour de bâton en disant oh là là quand même tu vas un peu trop loin et tout. Et donc voilà, donc on s'auto-censure un peu je pense sur pas mal de trucs, donc c'est vrai que ça il faut sortir de sa zone de confort soi-même et ne pas s'auto-censurer. Très vite tu m'as dit des outils. Des outils, donc j'ai parlé évidemment du bilan carbone, c'est clair. Il y a eu une question sur les limites planétaires, donc c'est vrai que je trouve que ça c'est une des difficultés, c'est amener la gouvernance à ne pas penser que climat. Et ça, c'est aussi un petit peu, je pense, un peu d'introspection que font les directeurs RSE depuis peut-être un an, de dire on a peut-être trop parlé climat. Et pas assez des autres. Et pas assez des autres, exactement. Et moi, en tout cas, dans mon secteur, c'est un vrai sujet parce qu'on peut très mal faire la neutralité carbone, on peut la faire contre la biodiversité et contre la nature. J'ai quand même un dirigeant qui a pris 6 mois de prison avec sursis pour avoir tué des faucons cresserelles avec des éoliennes. On en est là aujourd'hui aussi en France. Hein. Donc, vous voyez que c'est quand même, c'est pas anecdotique. Et en fait, on dit, bah voilà, on fait des éoliennes pour, et ça vaut pour le nucléaire, hein, c'est pas pour stigmatiser l'éolienne, mais on voit bien quand vous parlez à Laurent Tillon, hein, je vous conseille de lire ses livres, Être un chêne et puis Les fantômes de la nuit. Il explique que, aujourd'hui, quand on n'a plus de chauves-souris, on a beaucoup de hannetons et on a 80 000 hectares en moins de chênes. Et donc, vous voyez bien qu'en fait, et quel est le prédateur, entre guillemets, de cette chauve-souris ? C'est les pales des éoliennes de la Beauce. Voilà, donc c'est la réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut penser systémique, parce que sinon, on se rate sur les objectifs, et donc il faut mettre les limites planétaires. Une autre conviction un peu contre-intuitive pour un dirigeant, c'est tu m'as dit, les dirigeants, finalement, ils n'ont pas tant de pouvoir que ça, on a besoin de normes. Et de normatifs. Je pense que pour nous aider. Ça a été dit, la solitude du dirigeant, mais il y a aussi les actionnaires. Et donc, en fait, oui, il y a du pouvoir, mais il n'y a pas tant de pouvoir que ça tout seul, en fait. Et donc, le dilemme du prisonnier, il revient tout le temps. C'est-à-dire, si moi, je suis seul à faire, je perds. Si moi, je valorise la biodive dans mon appel d'offres, mais que ce n'est pas rémunéré dans l'appel d'offres, je perds. Donc, ce dilemme du prisonnier et des normes qui sont quand même un peu équivalentes,
c'est important. Donc le normatif, pour moi, il est quand même essentiel. Donc on voit bien en ce moment qu'il est rejeté par beaucoup, mais on a absolument besoin du normatif, à mon avis, pour avancer. Ouais. Puis une dernière chose, mais il faut que je passe à Quentin, définir quel serait notre taux de rentabilité dans un monde décarboné. C'est un grand... Oui, moi je suis une financière, hein, donc, mais moi c'est l'éléphant au milieu du couloir. Ouais, je pense qu'en fait le taux de rentabilité d'un monde décarboné, il n'est pas celui du monde carboné parce qu'on ne prend pas les externalités négatives. Donc à un moment donné, il faut aussi que tout le monde accepte les renoncements dont on parle. Donc oui, il faut accepter aussi une baisse de la rentabilité. Quentin, quelles sont tes convictions et ta vision à la fois ex-BCG où tu as accompagné beaucoup d'entreprises et collectifs où tu les as très, très concrètement aidés? Ce serait quoi les convictions fortes que tu as envie de partager très rapidement? Déjà, en rebond, tu disais trouver des copains, moi je dirais trouver des collègues. Et je pense que c'est la théorie du changement qu'on porte avec les collectifs, c'est qu'en fait il y a déjà énormément de personnes avec qui vous pouvez travailler en interne sur ces sujets-là. Donc trouver des collègues. Là, cet événement, il a été renommé Move for Climate. Donc Move, ça dit ce que ça veut dire et c'est ce que tu disais aussi. C'est à un moment, il faut faire. Donc la deuxième recommandation, c'est faire en fait. Enfin, dites-vous ce que vous allez faire demain. Moi, je dis ça depuis 10 ans, mais en fait, il faut se dire qu'est-ce que vous allez faire demain après cette conférence. Et ça peut être assez petit. Mais toute la théorie économique, c'est aussi qu'on gagne à long terme sur les compounded interest. Et en fait, les compounding actions, ça marche aussi. Donc si vous commencez demain et puis que le lendemain, ça va être plus facile pour la suite. Et in fine, à moyen et long terme, en fait, ça va se démultiplier. Et le troisième, c'est un peu ce que tu dis sur depuis un an entre directeur RSE, on voit que c'est au-delà du climat. Moi, je le sens depuis 6 ans, c'est à côté des salariés. Donc ça montre qu'il faut faire aussi le travail conceptuel le travail conceptuel, il faut accepter qu'on n'aura pas toutes les réponses et qu'on puisse bouger avant d'avoir toutes les réponses et de se donner assez d'espace pour réfléchir en fait à ce qui est en train de se passer. Quand tu dis là c'est quoi une rentabilité post-carbone, en fait on va pas résoudre ça aujourd'hui. Ça va forcément être long, ça va demander du consensus, ça va demander, sociétalement c'est hyper lourd. Donc il faut à la fois trouver des gens, faire des actions de court terme et en fait se dire que ce qu'on est en train de traverser c'est quand même quelque chose d'assez long terme et d'assez profond. Et du coup, ma conviction profonde là-dedans, c'est que chacun peut se poser la question à son niveau, ce qu'il pourrait faire. Et moi, je pense qu'en fait, si chacun se pose cette question et qu'on multiplie les capacités d'action de chacun, sans aller se mettre tous dans le rouge, et qu'on commence et qu'on continue, et en fait, ça a un effet transformateur qui est énorme, en fait. Et ça fera peut-être bouger les normes. Parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, je ne peux pas faire bouger les normes. Mais si on le fait tous à notre niveau, avec notre capacité d'action et notre marge d'action, comme nous on l'a fait avec les collectifs à la base, et qu'on multiplie sur des dirigeants, etc., en fait, on a une théorie du changement en fait, qui peut aller à l'échelle, qui peut parler à chacun. Je veux bien, merci Quentin, je veux bien qu'on scrolle un petit peu et qu'on ne reste pas juste, parce que forcément les dernières questions sont sur le dernier intervenant. Apparemment les collectifs s'intéressent beaucoup de monde. Qui a envie de prendre peut-être une question chacun? Alors pas forcément une question, mais un bloc de questions dont vous pensez, tiens, c'est un point à clarifier. Moi j'ai eu une question sur le systémique et les solutions systémiques. Et justement, j'en profite pour dire que... Qu'est-ce qu'elle disait la question en Elle gros disait, vous parlez beaucoup de systémique, quelles sont les solutions systémiques, okay. Je crois. Et j'en profite justement pour dire que l'IA, qui peut être très très décriée sur sa surconsommation et ses déviances, je pense qu'un des avantages très transversaux de l'IA, c'est justement d'être potentiellement un levier pour traiter le systémique. Je m'explique, c'est que si vous avez lu le rapport du SGPE, secrétaire général à la planification écologique, qui est le rapport données et numérique, il promeut l'avènement de points centraux de données au sein de filières, c'est-à-dire la filière se nourrir ou se chauffer ou se déplacer. En fait, quand on dit systémique, ça veut dire pouvoir mettre en commun l'offre et la demande. La circularisation, ça veut dire que où est-ce qu'il y a du réemploi et où est-ce qu'il y a une demande pour ce réemploi. Mettre tout ça, faire matcher tout ça, c'est très complexe. C'est très très complexe. Et je pense que s'appuyer sur des plateformes comme ça, avec des algos d'IA bien faits, c'est un levier, c'est une des solutions pour traiter le côté systémique. Voilà. Il y a des usages virtuels de l'IA, je vous assure. Ok, je veux bien qu'on continue à scroller un petit peu comme ça pour
Anne-Catherine, beaucoup de questions, parce que la seconde main, Moi, je vais la faire seconde vie, peut-être une tout ça, réponse. ça interpelle, peut-être il y a des malentendus aussi, des choses à clarifier. Alors, la seconde main, c'est un marché qui fait x2 tous les 5 ans actuellement, beaucoup porté. C'est quoi le marché de la seconde main? Alors, on estime qu'il est de 14 milliards en France, hors voitures d'occasion. Et combien pour Vinted dans les 14 milliards? C'est une grosse partie sur le vêtement. Ouais. Et puis après, il a été beaucoup porté par les acteurs digitaux. Nous, chez EasyCash, on a une particularité, c'est qu'on a des magasins physiques et on est en circuit court. Donc, ce que vous avez dans un magasin est acheté à 80% dans ce magasin-là et revendu dans le même magasin. La part d'Internet a une part relativement faible. On doit faire à peu près 10%, un petit 10% de notre chiffre d'affaires sur Internet. Donc, la vraie question, et on parlait des effets par rapport au neuf, nous, notre vrai impact carbone, c'est les clients qui vont mettre de l'essence dans leur voiture pour venir dans nos magasins. Donc la vraie question, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour que quand ils viennent dans mon magasin, ils me rapportent des objets pour travailler sur la circularité. Donc ça fait partie de notre savoir-faire pour pouvoir travailler ça. Et comment est-ce que je fais pour qu'ils ne viennent pas faire du shopping virtuel et cramer de l'essence, faire en sorte que nos magasins deviennent des lieux d'échange et de partage. Donc on a assez peu communiqué vis-à-vis du grand public sur les sujets environnementaux parce qu'on voulait un peu muscler notre analyse et avoir des vraies choses à dire, vraiment être un peu costaud sur notamment l'impact environnemental de la seconde main, qu'on peut désormais mesurer puisque c'est quand même, sur la partie carbone, c'est quand même assez bien documenté. On sait combien ça coûte un téléphone à fabriquer, on sait combien de temps est-ce que les gens le gardent avant de nous le passer en magasin, on sait combien de temps est-ce qu'ils le réutilisent derrière, donc on peut vraiment mesurer les émissions évitées par un achat d'occasion et donc du coup désormais communiquer sur ces sujets-là pour expliquer que oui, effectivement, quand on achète un téléphone d'occasion reconditionné, on diminue très fortement le bilan carbone puisque 95% en général est lié à la fabrication des produits. Et ensuite, l'autre sujet sur lequel on est en train de travailler, donc sur l'effet rebond, on est en train d'écrire un livre blanc qui sera publié fin juin avec des tas de données qui seront dedans et qu'on rendra bien entendu public de façon à ce que si les gens s'y intéressent, ils peuvent le regarder. Et effectivement, quand on décide de plus grossir ou en tout cas de plus aller sur la course au volume, derrière, il y a quelque part une diminution des marges. Et on travaille actuellement sur la mise en place d'ateliers de réparation dans les magasins parce qu'on pense que donner une seconde vie aux objets, c'est bien, mais les réparer, c'est encore mieux. Parce qu'auquel cas, je vais pouvoir vendre des objets pour lesquels je ne donnais pas une seconde vie pour l'instant. Très rapidement, Karine, c'est quoi la question qui t'a interpellé, Quentin aussi, très, très vite? Est-ce que c'est pas aussi citoyen de décider de la politique carbone d'EDF? Alors, des conventions citoyennes et des consultations publiques sur l'énergie, je crois qu'on en a beaucoup. En revanche, comment après elles sont mises en musique, c'est une autre histoire. Donc je pense qu'il y a deux aspects là. Il y a d'abord les actifs existants. Donc en fait, c'est ça la difficulté d'un secteur énergétique. La duration de nos actifs, c'est autour de 100 ans. Hein. Donc moi, mes barrages, ils ont 77 ans aujourd'hui. Et les centrales nucléaires, elles ont une quarantaine d'années et elles vont vivre encore longtemps. Donc du coup, en fait, on ne refait pas un système électrique comme ça. Hein. Donc le système électrique futur, ne serait-ce que pour des raisons de sobriété, la première chose à faire déjà, c'est étendre la durée de vie le plus longtemps possible des actifs existants, parce que ça fait moins consommer de nouvelles matières. En revanche, le système électrique futur, il est décidé aujourd'hui par la planification pluriannuelle de l'énergie, avec 50% nucléaire et 50% renouvelable. Donc voilà, EDF, c'est 100% État, donc on suit évidemment la planification de la France. Quentin, 30 secondes. Je suis désolé. J'ai vu une question délai. sur est-ce qu'il y a des formations pour des personnes qui veulent s'engager. Avec les collectifs, on a sorti il y a quelques semaines une web-série, donc 22 courts épisodes de 10 minutes, où Karine est interviewée par exemple, avec des salariés et des dirigeantes et des dirigeants et des personnes de l'écosystème de la transition qui partagent en fait leur retour d'expérience sur l'engagement, des actions concrètes. Donc voilà, nous on a essayé de tout mettre en fait 4 ans d'expérience dans 20 épisodes de 10 minutes pour adresser les questions de comment s'engager, quel que soit son niveau, qu'on soit salarié ou dirigeant. Et c'est vraiment un retour d'expérience partagé dont chacun peut s'emparer, et ça va être suivi dans quelques mois par un parcours de formation un peu plus personnalisé. Mais pour l'instant, c'est la première brique qu'on a posée et qui est le début du parcours, en tout cas de ce par quoi vous pouvez commencer pour comprendre un peu ce qui se passe dans les entreprises. Voilà, moi j'avais une question, c'est qu'on la pose, c'est dans très très peu de temps. Je vais appeler d'abord Kako et Chloé à me rejoindre. Et merci beaucoup à tous les quatre. Je crois qu'ils seront avec nous.